Bonjour à ceux que j'ai pas eu l'occasion de saluer encore. Donc je vous propose d'attaquer la deuxième partie de la matinée, donc avec la COFAS. Nous avons le plaisir d'accueillir Marcos Carias, qui est économiste de la COFAS, docteur en économie, et qui va nous parler un petit peu de la situation et des analyses de la maison sur l'économie actuelle. Alors depuis quelques années, la seule certitude qu'on ait dans nos conférences économiques, c'est l'incertitude. Donc voilà, on a un environnement mouvant. Je pense que l'exercice pour Monsieur Carias c'est difficile, et pour l'activité et la cellule économique de la COFA c'est difficile, mais c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on les attend sur ce sujet. Donc on va pouvoir un petit peu écouter le travail et la réflexion que vous menez. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Quentin. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour votre présence et votre attention. Je vais rentrer dans le vif du sujet et en essayant de répondre assez directement à la problématique que l'on se pose. Donc, quelle perspective économique en France et dans le monde en 2023? Pour résumer la chose, 2023, ni chaud ni froid, que ce soit en France ou dans le monde, donc des taux de croissance qui sont des perspectives de croissance qui sont qualifiées plutôt médiocres, pas catastrophiques, mais pas spectaculaires non plus. Et si on prolonge un peu, on se demande des perspectives plus pour 2024, on reste un peu sur ce type de prévision. Je vais aller directement sur nos prévisions de croissance pour le monde et pour les différentes économies qui sont les plus importantes. Donc voilà, évidemment, on ne s'attend pas au même taux de croissance pour un pays mature, développé que pour un pays émergent. Je vous invite à regarder le graphique qui est à droite avec nos prévisions de croissance pour 2023 et pour 2024. On voit qu'après une année 2022 qui, malgré le choc de la guerre en Ukraine, est restée assez dynamique, un net ralentissement avec des forecasts de croissance en France de 0,7% du PIB, de 0,7 plus 0,7%. Un frein à l'activité beaucoup plus net en Allemagne, donc une économie qui, face au choc énergétique et face aux difficultés du manufacturier, est un petit peu plus en difficulté que ses voisins, après avoir été longtemps le moteur de la croissance en Europe. Des pays du sud de l'Europe, l'Italie et l'Espagne, qui bénéficient un tout petit peu plus de ce dividende touristique et de cette, plus généralement, de cette belle activité que l'on voit quand même, belle conjoncture du secteur service, mais qui n'échappe pas, du coup, à ce ralentissement. Le Royaume-Uni, une économie qui a vécu, en plus de tous ces défis, qui commence vraiment à sentir de plein les effets du Brexit, des difficultés d'approvisionnement que, si en Europe sont compliquées, pour eux, ça l'est encore plus, de par les difficultés administratives, logistiques et autres que le Brexit implique. En plus, avec une banque centrale qui a des coffres moins munis que la BCE. On l'a vu l'année dernière pendant un épisode d'instabilité sur sa dette souveraine, où la Bank of England a dû intervenir de manière assez vigoureuse pour stabiliser les taux souverains en Angleterre. Les spéculateurs se posent beaucoup plus la question avant d'aller faire ça contre la BCE. Une économie américaine que l'on a vu a montré, malgré sa résilience récente, les débilités, les faiblesses du secteur bancaire, hein. Un secteur bancaire qui, suite aux réformes de la crise financière de 2008, a été moins ambitieusement régulé, on va dire, que ce que l'on a vu en Europe. Concrètement, un périmètre d'application des régulations de Bâle qui était beaucoup plus modeste, beaucoup plus de banques de moyenne taille qui ont été laissées du coup à l'extérieur de ce périmètre. On a vu avec la faillite de SVB, d'autres banques très impliquées,
dans les secteurs un peu plus, on va dire, aventuriers du monde de la tech et de la crypto. Et bien sûr aussi la Réserve fédérale américaine qui, face à cette persistance d'une inflation, alors l'inflation, elle se modère certes, si vous suivez l'actualité, on voit que depuis fin de l'année dernière, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, on est plus sur une trajectoire de désinflation, mais une inflation qui reste très élevée. Et surtout, on ne sait pas à quel niveau elle va se stabiliser quand ce processus de désinflation se sera amorcé. Donc des banques centrales qui restent très vigilants par rapport à l'inflation, et surtout faut tenir compte du fait que les conséquences de ce resserrement monétaire sur l'économie ne se matérialisent qu'à une vitesse très progressive. Les pays émergents, notamment la Chine et l'Inde, restent des piliers et des moteurs fondamentaux pour l'économie mondiale. Même si, pour prendre le cas de la Chine, on s'était fait beaucoup d'espoir en fin d'année dernière quand le gouvernement décide de faire demi-tour sur les politiques zéro Covid. On avait eu initialement des signes de dynamisme assez prononcés, assez fulgurants de l'industrie manufacturière chinoise. Mais finalement, bon, il y avait des gens qui avaient revu leur forecast de PIB au-dessus de la barre de 5%. Et les dernières données disent que finalement, c'est pas c'est une perspective qui s'améliore, mais pas au point de pouvoir complètement relancer la machine de production mondiale. Le résultat des courses, c'est ce que vous avez dans le graphique. Il est où? On le voit pas, non? Je vais faire avec ça. Le graphique à gauche des taux de croissance mondiaux espérés en 2023 et 2024 à 2,2%, 2,3% du PIB mondial, qui reste toujours nettement en dessous de ce à quoi on était habitué avant la pandémie. Donc, si je dois résumer, des taux de croissance, une économie mondiale qui semble se diriger vers un équilibre à moyen terme de croissance qui n'est pas celui du monde d'avant. Et tout ça, il va falloir vivre avec. Donc, l'inflation se modère, mais reste élevée. Dans la mesure où il y a de la désinflation, beaucoup de ça s'explique par la composante énergétique de l'inflation, c'est-à-dire qu'après avoir eu des marchés des matières premières, des marchés énergétiques extrêmement tendus en 2022, ça commence à se modérer un peu, d'une part justement parce que la demande ralentit, mais aussi parce que l'offre arrive à s'adapter. Ce qui est très important à prendre en compte, c'est que ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, core inflation, net de les éléments alimentaires et énergétiques, elle est beaucoup moins réactive, on va dire, que ce qui se passe directement sur les marchés des commodities, parce que c'est dépendant déjà de tout ce que les entreprises font après en bout de chaîne, toute la transmission des prix. On sait que les entreprises ne transmettent pas leurs prix complètement. Les hausses de prix qu'elles reçoivent du côté des coûts ne sont pas 100% transmises aux produits finis. Et donc, du coup, par conséquent, l'inflation, qui n'est qu'un taux de croissance annuel des prix, s'ils montent moins à la hausse, ils descendent moins à la baisse. Donc ça, c'est pour les biens manufacturiers, pour les services. Donc ça prend plus de temps à se modérer. Et puis, il y a aussi le fait, et un phénomène qui va commencer à jouer de plus en plus, le rattrapage des salaires. Parce que pendant très longtemps, on a beaucoup étudié ce fait que le ménage européen et le ménage mondial, plus généralement, est celui qui a plus ressenti les effets de cette inflation pendant les 2 dernières années, puisque les salaires ont eu beaucoup de mal à garder le rythme de l'inflation. Les dernières données monitorées par la BCE montrent que ceci s'accélère, pas assez pour rattraper
l'effet, la dégradation du pouvoir d'achat du ménage, mais par contre assez pour être quelque chose qui va affecter les marges et du coup la situation financière des entreprises. Donc c'est à prendre en compte. Le fait d'avoir plus ou moins évité la récession, je dis plus ou moins parce que bon, d'abord, vous savez, la définition technique de récession, c'est 2 trimestres de suite de contraction du PIB. Bien sûr, cette contraction peut être plus ou moins forte. En zone euro, on a eu 2 trimestres de suite de contraction après les révisions des instituts statistiques. Mais bon, ce sont des contractions très petites. Et pour moi, que l'on soit légèrement au-dessus, légèrement en dessous de zéro, moi, je préfère appeler ça de la stagnation plutôt que de la contraction, plutôt que de la récession. Je préfère garder ce mot pour des situations bien plus sérieuses. Donc, stagnation précaire. Pourquoi stagnation précaire? Parce que, comme je le répète, les effets de la politique monétaire sont très disperses, sont très graduels, et du coup, notamment quand il s'agit de la sphère financière, et notamment quand il s'agit de à quel point les stocks de dette, les excédents de dette que l'on a un peu partout dans l'économie, hein, qu'il s'agisse des prêts garantis par l'État, qu'il va falloir commencer à rembourser de plus en plus avec des conditions qui, du coup, parce que ils sont été octroyés pendant la pandémie, justement dans l'optique de rendre la vie la plus facile pour les entreprises pendant la pandémie, ces conditions deviennent de plus en plus exigeantes. Des conditions de refinancement aussi deviennent de plus en plus exigeantes parce que les banques sont beaucoup plus, se méfient beaucoup plus, et puis leur matière première, qui est la liquidité de la banque centrale, elle aussi, elle coûte plus cher. Donc forcément. Donc le fait qu'on ait évité cette récession en début d'année est une bonne surprise. On l'apprend. Mais faut faire attention. Est-ce qu'on a esquivé la balle ou est-ce qu'elle arrive juste à une vitesse beaucoup plus lente? C'est ça qu'il faut garder en tête. Donc, les prévisions de croissance que je vous ai présentées, on parle de scénario central. Pourquoi scénario central? Parce que parmi toutes les cas de figure qu'un économiste peut imaginer quand il essaie de prévoir l'avenir, c'est le scénario central, celui que l'on considère le plus probable. Mais le chiffre du scénario central ne veut pas tout dire. Alors, on ne va pas vous présenter une multitude de scénarios parce que après, ça devient pas clair et ça devient le public sort de la salle avec moins d'informations de qu'il est rentré. Mais il faut juste garder en tête. Il faut juste garder en tête que suivant comment cette transmission monétaire en fait joue notamment sur la pression de la dette des États, sur la pression de la dette des entreprises, ça peut dégringoler. Et ça, on va le découvrir au fil de l'eau. Illustration de ce que je disais sur l'inflation tout à l'heure. Donc, voici sur ces graphes des différentes composantes de l'indice des prix à la consommation et de son évolution. Du coup, l'inflation en zone euro aux États-Unis. Le bleu clair illustre ce que je disais tout à l'heure, c'est que cette grimpée de l'inflation, ça a surtout, dans un premier temps, été une histoire de inflation énergétique. Et puis, ce qui monte rapidement, descend rapidement. Donc, de plus en plus, on se dirige vers... on est déjà dans de la désinflation, voire même aux États-Unis, comme vous pouvez le voir, avec le bleu clair ici en négatif à la fin du graphe, on est en déflation énergétique. Par contre, les autres composantes, les biens manufacturés en bleu foncé, même l'alimentaire aux États-Unis, en tout cas, en vert, ça met un peu plus de temps à se résorber, et notamment, faut faire attention à ce qui se passe côté service, parce que dans l'inflation de service, c'est là qu'on voit les côtés le plus, qu'on voit en tout cas de manière plus claire l'effet des hausses salariales. J'attire votre attention sur justement cette inflation de services que l'on voit chez les Américains. Donc, aux États-Unis, le rattrapage des salaires a été beaucoup plus un phénomène d'envergure qu'en Europe. Avec l'administration Biden, on est rentré dans une optique où bon, le travailleur américain, il a subi énormément
On s'est dit que le travailleur américain allait subir énormément la pression de la concurrence pendant très longtemps et que c'était le moment pour aller dans un partage de la valeur ajoutée plus favorable aux travailleurs. Le résultat des courses, c'est cette hausse très importante de salaire qu'on a vue aux États-Unis. Si on a le même phénomène en zone euro, et comme je vous le dis, les dernières données montrent que l'on commence à l'avoir, on peut être devant un phénomène du coup qui va nous résulter sur une peut-être, je pense pas des taux d'inflation aussi élevés que ce qu'on a vu l'année dernière, hein, des choses à deux chiffres, mais par contre quelque chose qui pourrait faire que l'inflation se stabilise à des niveaux plus durablement plus élevés, 4%, 5%. Et ça change la donne par rapport à la Banque centrale. Et ça change notamment la donne par rapport à quel point il faut monter les taux, à quel point il faut garder les taux élevés, puisque ceci est, comme on le sait, le contrôle de l'inflation. Et le contrôle de l'inflation autour d'une cible de 2%, le mandat primordial de la Banque centrale européenne. Donc, des graphes qui illustrent un peu cette conviction, cette décision de la Banque centrale à effectuer ce resserrement monétaire, que ce soit à travers l'instrument plus classique des taux directeurs, ce que vous avez sur le graphe à la gauche, que ce soit la Fed, la BCE ou des banques plus petites comme la Banque d'Angleterre, le resserrement monétaire le plus fulgurant de l'histoire contemporaine. Une erreur d'analyse initialement, cette histoire d'inflation transitoire, que je pense que hante l'ennemi de tous les économistes et dont on n'en parle plus. Les banques centrales qui doivent se rattraper par rapport à cette erreur d'analyse en montant les taux de manière plus violente qu'ils auraient fait autrement. Et non seulement en montant les taux, mais très important aussi, et dont on en parle parfois moins dans les médias, la réduction du bilan des banques centrales, ce que vous voyez sur la droite. La réduction du bilan des banques centrales, parce qu'on le rappelle, si on a pu gérer, limiter les dégâts de la grande crise financière de 2008, mais aussi notamment de la pandémie, c'est parce qu'on a imprimé de l'argent comme des fous. Et notamment en Europe, on a imprimé de l'argent comme des fous pour acheter des titres de dette publique pour des économies qui sont très endettées. Pourquoi c'est important? Parce que pour répondre aux besoins de la crise énergétique, que ce soit par des mesures comme les boucliers tarifaires, comme des aides que tous les États ont apportées à des entreprises, à des petites PME pour couvrir leurs factures énergétiques, il a fallu dépenser davantage. Les besoins financiers des économies européennes ne se sont pas réduits. On a réduit les déficits par rapport à certes les montants énormes pendant la pandémie, mais on reste avec des déficits très élevés. En France, à l'ordre de 5%. Il ne faut pas s'étonner qu'après, les agences de notation se mettent à déglacer. Donc, c'est important parce que, du coup, réduire le bilan, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la BCE prend des titres qui sont sur son portefeuille et les met sur le marché et les vend. Et si on a en même temps de la vente de titres de la part de la BCE et des États qui mettent encore plus de titres sur le marché, donc ça devient notamment vis-à-vis du secteur privé plus en plus compliqué de trouver des acheteurs. Pour l'instant, je pense que même si les taux souverains montent, les titres européens de dette ont bénéficié de ce que l'on appelle un effet safe haven, un effet refuge. Lorsque le secteur bancaire a commencé à trembler, lorsque on s'est posé des questions sur les equities américaines, etc. Là, on a souvent les investisseurs qui se rabattent sur les titres de dette. Donc ça, c'est pour l'instant pas trop un souci. Mais il faut faire très attention par rapport à l'année prochaine. Pourquoi il faut faire très attention par rapport à l'année prochaine? Parce que d'ici l'année prochaine, il y aura la renégociation des règles budgétaires européennes. S'il y a des gens qui étaient qui lisaient la presse économique pendant la crise de la zone euro, ça va vous faire des souvenirs, parce que c'est de par les règles budgétaires européennes qu'en fait on a réimposé cette austérité
dans le plan de la crise de la zone euro qui a fait que cette crise même s'aggrave. Donc, ceci, ces leçons de la crise de la zone euro, je pense, ce sont des choses que les dirigeants européens ont en tête. Le but, c'est justement de renégocier ces règles pour donner un peu plus de marge de flexibilité, pour ne pas faire que le remède tue le malade. Mais ça risque d'être assez polémique. Ça risque d'être assez polémique parce qu'on va avoir des États qui n'ont pas les mêmes contraintes, les mêmes intérêts. Et même si pour l'instant, depuis l'éclatement de la guerre en Ukraine, l'Europe s'est montrée plutôt solide, ça sera très difficile pour les États, devant cette stagnation économique, de résister à faire de la dépense budgétaire. Avec certains acteurs dans tout ce jeu, notamment l'Allemagne, dont la signature souveraine sous-tend dans une grande mesure la capacité des États européens, de tous les États européens, à s'endetter. Donc il faudra être très vigilant par rapport au temps des prochains sommets européens, parce que si jamais il y a des désaccords importants à ce niveau-là, ben, la foi que les marchés vont avoir sur la cohésion des politiques économiques en Europe ne va plus être la même. Et c'est là qu'on peut commencer à revoir les fantômes de notre passé. Ça, c'est plutôt pour 2024, je pense. Des graphes ici qui sont plus illustratifs de ce qui se passe du côté bancaire et du côté du crédit à l'économie. Donc, on sait que l'économie, pour fonctionner, notamment avec les niveaux de dette que l'on a, ont besoin d'un soutien important du secteur bancaire. Sur la droite, vous voyez les résultats du Bank Lending Survey de la BCE, une enquête dans laquelle la BCE trimestriellement demande aux banques, aux opérationnels des banques et aux dirigeants, est-ce que vous pensez que le trimestre à venir, vous allez être plus exigeant, plus strict, ou au contraire plus permissif dans vos standards d'octroi, dans vos covenants, dans juste les montants que vous allez allouer. Et chaque fois que ces deux courbes, donc NFC pour les sociétés non financières, les entreprises, households pour les ménages, augmentent, ça vous signale le pourcentage des répondants à ce survey qui disent on va être plus exigeant, on est plutôt risk adverse en ce moment. Donc, il ne faut pas s'étonner de ces doubles pics lors de la crise de 2009, lors de la crise de la zone euro. Eh bien, si on se rapporte à l'époque actuelle, on voit que, pareil, il y a de plus en plus de banquiers qui ont peur et qui, par conséquent, hésitent beaucoup plus à financer l'économie, ce qui rend plus probable. On ne peut pas leur en vouloir, mais ça marche comme ça. La réalisation du scénario. Donc, sur le graphe de gauche, une donnée plus, on va dire, concrète, c'est les montants mensuels nets en milliards d'euros de prêts au secteur privé au niveau de la zone euro. Des montants qui sont bien sûr volatiles, notamment pour les entreprises, volatiles mois par mois, mais on arrive quand même à avoir la tendance qui se dessine. Hein. Donc des pics très élevés pendant la pandémie, ça correspond aux interventions sponsorisées par l'État, les PGE. Et puis sur la fin de la période, voilà, les données ne montrent pas ce qui se voit sur ce que les banquiers disent quand ils répondent au survey. Ça se voit aussi sur les flux de crédit, donc un crédit qui s'assèche. Et donc, en fin de compte, ce qui nous intéresse dans notre métier, c'est qu'est-ce que ça va vouloir dire pour les entreprises, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour les défaillances. Donc, sachant que l'on sort de cette période paradoxale de la pandémie et qui s'est prolongée encore un peu
après le choc de la guerre en Ukraine, où malgré les conditions économiques exceptionnellement défavorables, on n'a jamais eu aussi peu de défaillances. Eh bien, ça varie selon le pays. On le verra sur le, on peut le voir maintenant d'ailleurs. Voilà, illustratif. Ouais, j'attire votre attention sur la France. Donc, sur chacune de ces courbes, chaque couleur représente une année. La courbe verte, c'est ce que je considère comme étant la courbe de référence, donc 2019, le monde d'avant. Un niveau de défaillance en France annuellement qui, en gros, un nombre normal de défaillances, on va dire 50 000 défaillances. Pendant la pandémie par an. Pendant la pandémie, on est tombé jusqu'à 30 000 défaillances par an. Eh bien, le rattrapage est effectué puisque, comme vous le voyez sur la courbe rouge, on est globalement à des niveaux mensuels de défaillance qui sont ceux que l'on avait avant la pandémie, portés particulièrement par certains secteurs. Donc, faut pas s'étonner, le BTP de la construction, c'est pas mystérieux, hein, c'est le secteur le plus sensible, que ça soit à l'activité économique ou aux conditions de financement, mais c'est pas le seul. Et puis certains pays comme l'Italie, où on continue à avoir des niveaux de défaillance très bas, cela a généralement plus à voir avec le fait que entre un pays et un autre, juridiquement, défaillance, c'est pas la même chose. Le système des tribunaux du commerce qui processe ces défaillances ne sont pas les mêmes. Ils peuvent être plus ou moins efficaces. Et c'est ce que l'on voit en général en Europe du Sud, notamment en Italie. Le processus est plutôt lent. Ça a à voir aussi avec le fait que l'économie italienne, c'est un peu celle qui s'est le mieux portée pour des différentes raisons qui ont à voir avec l'investissement des fonds européens, mais aussi, comme je l'ai mentionné au début, le fait de bénéficier un peu plus de ce dividende touristique. Donc voilà, on en est là. Et puis, généralement, ce que l'on constate aussi, c'est que plus un pays a, on va dire, un processus de défaillance, une réglementation des défaillances qui est favorable au marché, favorable à avoir des processus de liquidation, de restructuration, où on peut trouver des solutions plus facilement, plus aussi qui trouvent des solutions pour le défaillant, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais c'est le cas pour le Royaume-Uni. Et alors, au Royaume-Uni, on n'est pas seulement sur du rattrapage, mais et ceci depuis 2022 d'ailleurs, on est sur du dépassement des niveaux de défaillance de 2019. Je m'attarde là-dessus parce que, mis à part les différences institutionnelles et des effets particuliers comme le Brexit, c'est possible que le Royaume-Uni soit un peu un canard dans la mine pour l'Europe. Parce que, comme je l'ai dit, ils ont une banque centrale qui est moins dans le moyen de faire face au marché, de s'opposer contre les marchés que la Banque centrale européenne. Mais si les pressions de la dette souveraine sur la dette souveraine continuent à aller dans le sens que l'on voit pour l'instant, et tout pointe vers ce scénario-là, à un moment, je pense qu'on pourra traverser des choses similaires à ce que le Royaume-Uni a vécu l'année dernière. Et aux États-Unis aussi, hein, on voit cet effet des tensions financières qui s'intensifient, hein, les chiffres des défaillances qui, eux aussi, qui partent d'une base plus basse que celle de la pré-pandémie, mais qui se rattrape. Donc, en général, la tendance qui se dessine, c'est le paradoxe de défaillance qui arrive à sa fin. Pourquoi elle arrive à sa fin? Parce qu'il y a tout qui se conjugue. On a d'un côté, comme je l'ai dit, des États qui vont être de plus ou moins, qui le sont déjà et qui vont être de plus ou moins modestes dans leur soutien par rapport à ces crises exceptionnelles, la guerre en Ukraine, la pandémie. On a déjà eu une résorption des excédents de liquidité hérités de la pandémie de par l'effet coût, de par cette hausse importante des prix des entrants qui a affecté beaucoup d'entreprises. Des entreprises en général plus endettées et une offre de crédit qui se resserre.
Et puis, une conjoncture que, comme je l'ai dit, n'est pas catastrophique, mais ne va pas dans le sens non plus que l'on aimerait voir. Une hausse des salaires. Bon, il peut toujours y avoir, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Hein. On peut avoir l'économie chinoise qui se réveille. On ne sait pas ce que ça va donner. Enfin, moi, en tout cas, en tant qu'économiste, je dois reconnaître mon humilité pour savoir ce que ça va donner, toutes ces avancées en intelligence artificielle, dans nos technologies. La technologie, c'est toujours impondérable. Et certes, ça peut être source importante de croissance. Mais même dans ce cas-là, le changement technologique amène des gagnants et des perdants. Des firmes qui peuvent avoir du mal à s'adapter. Tout cela nous laisse espérer, difficile de dire à quelle vitesse et de combien, mais des perspectives en termes de défaillance qui ne sont pas les plus favorables. Et du coup, si je dois résumer tout mon discours, c'est que, et c'est ce qu'on répète, je pense, dans mon équipe, depuis qu'on est rentré dans ce monde caractérisé par la guerre en Ukraine, ça arrive pas du jour au lendemain, trimestre par trimestre, vous pouvez avoir des surprises agréables, mais si vous prenez mesure de tous les facteurs de risque que vous avez autour de vous, la bonne position, c'est la vigilance. Il se peut, et on le voit, que les entreprises s'adaptent, mais notamment en Europe, en France et en Europe, on sait qu'on a des maillons faibles. On sait qu'on a des entreprises zombies. On sait que l'aide de l'État, on peut en penser ce que l'on veut du point de vue citoyen, social. Dans cette pandémie, le fait de sauver des entreprises qui étaient pour rien. Mais au fur et à mesure que l'on rentre dans un monde juste d'équilibre de croissance, inférieur à ce qu'on avait avant, à un moment, tôt ou tard, la destruction créatrice est susceptible de faire son jeu. Et du coup, par rapport à ça, il faut être prêt. Je clôture sur ça. Je suis bien sûr à l'écoute de vos questions. Pareil, s'il y a des graphes où je ne les ai pas assez bien expliqués, où j'étais un peu sommaire, n'hésitez pas. Ça arrive souvent. Une première question au niveau sectoriel. En France, vous avez évoqué quels sont les secteurs qui ont bien exporté et quels sont ceux qui vont être... Je vous avoue que la France, sectoriellement, c'est moins mon champ d'expertise. Mon pays de référence à moi, c'est l'Italie. Sur le court terme, moi, je pense qu'on va continuer à avoir ce qui va caractériser cette dichotomie entre les services et le reste de l'économie, notamment le manufacturier. C'est un des points positifs que ce soit justement un des secteurs qui ont été les plus faiblis par la pandémie, qui sont les plus naturellement et sans aucune perfusion de l'État bénéficient de cette hausse de la demande, notamment le tourisme et la restauration. Ça, je pense au moins sur 2023, ça va continuer d'être un bon pari, on va dire. L'automobile, il y a du pour et du contre. Il y a du pour dans le sens où ça retrouve son dynamisme. On voit le marché de l'automobile qui repart, mais qui a quand même peine beaucoup à retrouver ses niveaux pré-pandémiques. Donc, il y a des choses à faire là-dessus. Il y a l'État aussi qui, au-delà de juste donner des aides pour que ça survive, commence à investir pour réindustrialiser. Mais si on se retrouve dans un équilibre plus bas, pareil, il y aura de l'excess capacity, quoi. Pour vous donner une perspective plus exhaustive, je pourrais vous refaire un mail éventuellement. Sur le niveau sectoriel en France, je vous avoue que c'est pas mon domaine d'expertise. Peut avoir quel impact sur l'univers financier et assurantiel?
Je pense que l'essentiel de l'impact sur le secteur financier en soi, ça a moins à voir avec la conjoncture du moment en Angleterre, plus avec le Brexit. Je pense que et c'est des effets qui datent pas de cette année ou de la précédente, mais ça a commencé à se jouer il y a quelques temps. Hein. C'est plus le réglementaire et l'institutionnel qui conditionne le réaménagement, le rabattage de cartes du secteur financier européen. C'est un peu ça. Après, si je dois souligner peut-être un développement qui je sais pas si aller jusqu'à dire que ça change la donne, mais en tout cas, ça met dans une trajectoire différente de celle qui était avant sur ce sujet, c'est le fait qu'il y ait un changement de gouvernement et qu'il y ait Sunak au pouvoir. Alors, toujours le Royaume-Uni, un pays assez instable politiquement du point de vue au moins du gouvernement. Mais dès le moment qu'il y a des gens qui sont plus sensibles à vouloir trouver des solutions, ça peut mettre, je vais pas dire un stop à la migration de l'activité vers le reste de l'Europe, mais c'est favorable à l'intégration en tout cas. Il faut suivre, je dirais le principal facteur, c'est pas tellement la conjoncture, mais plus ce qui se passe côté institutionnel, politique, relatif au Brexit et ses modalités d'application. Et les États-Unis ont voté un énorme plan sur la décarbonation. En Europe, on a le Green Deal, la taxonomie, avec 10 000 milliards. Est-ce que vous avez un impact, connaissez l'impact positif, ou vous avez estimé l'impact positif sur l'économie européenne et ce que pourrait dégager en termes de croissance? J'essaie de voir si je peux trouver un chiffre synthétique, mais alors déjà ça varie selon les pays, parce que comme on le sait, le plan de relance européen, le but était de diriger plus de fonds envers les pays qui ont été les plus touchés par la pandémie, du fait qu'ils avaient un secteur touristique important, donc notamment l'Italie, la Grèce, l'Espagne, qui sont les premiers bénéficiaires de ces fonds. Et puis aussi pour ces pays qui étaient en termes de modernisation plus à la traîne par rapport à leurs voisins du Nord, moderniser leur économie. Les impacts, les gains de croissance, ils sont bien sûr conditionnés par des facteurs comme la vitesse d'implémentation de ces fonds, mais typiquement, ça vient soutenir l'investissement. Et les différentes estimations que j'ai vues laissent penser qu'il y a au moins 0,5% point de croissance par an, quelque chose comme ça, qui pour les cas des pays comme l'Italie et l'Espagne, ce qui est, sans ces 0,5 points de croissance, on est en récession. Là, carrément, c'est en récession. C'est sûr. Mais au-delà du simple apport arithmétique, on va dire, c'est aussi ce que ces dispositifs apportent en termes de confiance. Parce que si l'on sait, en tant qu'entrepreneur, en tant que décideur, que le pays est en train de faire des investissements pour améliorer les infrastructures, pour former la force de travail, du coup, il y a des incertitudes qui se lèvent en fait, parce que si c'est des contrats publics, si c'est quelque chose sur lequel la Commission européenne a misé son héritage politique, ça fixe des paramètres. Ça fixe des paramètres et du coup, ça incite aussi à investir, ou en tout cas à ne pas s'empêcher d'investir plus de ce que ça l'aurait été autrement. Donc il faut pas négliger, ce sont des impacts importants. C'est vraiment un dispositif plus modeste, certes, que ce que se permet de faire les États-Unis. C'est une manière aussi de mettre en place une protection contre la Chine, notamment. Ah oui.
Oui, c'est sûr que c'est l'Europe qui a été faiblie, on va dire économiquement ou un peu anémique économiquement pendant 10 ans, s'en rend compte qu'elle doit se bouger pour pouvoir exister dans ce monde beaucoup plus tendu géopolitiquement. L'action est là. L'action est là. Après, bien sûr, c'est beaucoup moins spectaculaire que ce que font les Américains, mais on n'a pas leurs moyens non plus. Donc, moi, personnellement, je trouve assez pertinent et assez important. Est-ce que ça sera suffisant? Ça dépend de ce que l'Europe vise en termes d'autonomie, en termes d'à quel point elle jongle aussi ses objectifs d'un côté continuer à chercher la prospérité, de l'autre côté les objectifs d'être le laboratoire de décarbonisation du monde. Mais c'est assez saluable, quoi, je dirais. Quel est votre avis sur le stop du marché immobilier et l'impact sur les sous-jacents type pierre-papier sur les prix? Sur les prix. La première chose que je dirais, c'est que c'est la conséquence naturelle de tout ce que j'ai raconté. Faut s'attendre à que ça dure un minimum, je dirais. Le retournement du marché immobilier est une conséquence naturelle d'un côté les ménages qui sont dans une situation financière plus faible et qui du coup sont moins dans une position de s'endetter, mais plus important du fait que l'on a existé en fait dans un monde à taux irréellement bas pendant 10 ans et que voilà, on commence à rentrer dans la réalité de l'argent ça coûte. De l'argent ça coûte et ça va pas, comment dire, c'est ce que je disais par rapport à le fait que les banques centrales doivent se retrouvent contraintes à potentiellement garder leur taux higher for longer, plus haut pour plus longtemps. Le marché immobilier risque alors la vitesse avec laquelle ça baisse, etc. Ça peut varier moment par moment, mais sur on va dire à court moyen terme, je le vois mal repartir durablement en fait. Et par conséquent, et c'est assez mécanique, tous les entrants, les matériels de construction qui servent qui dépendent de ce dynamisme du marché immobilier, en tout cas dans le monde développé, ça va pas être top côté demande, quoi. C'est jamais impossible. Après, encore une fois, c'est là que aussi il faut se placer à l'échelle macro. Là, sur on va dire l'immobilier résidentiel, le privé, tu as des effets plutôt négatifs. Mais par contre, ce qui se passe côté infrastructure, ce qui se passe côté travaux publics, côté demande, c'est un effet positif. Et ça, c'est aussi un facteur structurel, conséquence des besoins de transition énergétique, qui peuvent. C'est ce qui se passe par exemple sur les métaux, sur le cuivre. C'est un matériel de transition. Demande structurellement plus élevée, même si ça peut fluctuer plus ou moins sur le court terme. Mais si c'est un matériel clé pour la transition, on est rentré dans un autre bande. Donc, ça va dépendre après de la commodity en question et du matériel en question, mais en même temps, sur le court moyen terme, une tendance sur le marché de l'immobilier que je pense va rester compliquée. Sur le long terme, sur la durée, une certaine stabilité et même demande stable, fiable, de par les besoins d'investissement en infrastructure pour la transition. Bonjour, moi j'avais une question sur la partie inflation, sur le graphique que vous aviez. Yes. Ok, on a une compréhension par rapport à l'énergie. On voit qu'il y a une différence entre l'Amérique et l'Europe sur les raisons de l'inflation. Comment ça s'explique? Pourquoi est-ce que c'est pas forcément les mêmes raisons? Donc
les services côté américain et plutôt quand même l'agro côté européen, et comment ça s'explique dans chaque région sur ce sujet, enfin sur la thématique, sur le plus gros contributeur à l'inflation actuellement. Eux, ils sont, pour caricaturer, mieux dotés en ressources. Et plus ils gèrent, enfin, de par leur territoire, et il y a maintes raisons. Hein, ils sont exportateurs nets de pétrole. C'est le principal producteur de pétrole du monde. Donc oui, même si bon, le pétrole c'est une commodité mondiale, ils subissent les fluctuations du marché. Qu'on le PEP, enfin, il faut bien une raison pour laquelle Biden se déplace pour aller pour négocier avec le prince de garder les prix bas, mais clairement ils sont côté notamment côté énergétique, et même côté alimentaire, dans une situation beaucoup moins précaire que l'Europe. Et du coup, il ne faut pas s'étonner que lors de l'éclatement de la guerre, c'est sur ces points-là que les hausses de prix, parce que la hausse des prix, encore une fois, c'est juste une manifestation de la rareté et d'une augmentation de la rareté d'une ressource. Donc clairement, l'Europe était beaucoup moins bien positionnée, et bon, même s'il y a eu des gros efforts qui sont faits du côté de construire des terminaux LNG, GNL, etc., reste moins bien positionné que les States par rapport à ça. L'autre élément du graphe, c'est la différence à laquelle j'ai fait allusion entre la contribution des services, parce que aux États-Unis, pendant la pandémie, il y a eu du cash direct dans la poche du consommateur. Il y a eu du cash, il y a beaucoup de cash direct dans la poche du consommateur. On a eu ce phénomène dont on a beaucoup parlé de la grande émission. Donc dans un marché américain qui n'est pas un marché de travail américain qui n'est pas habitué à avoir cette entre guillemets sécurité enfin peut-être pas sécurité de l'emploi, mais sécurité des ressources pour exister en tant que travailleur, qui est assurée ici en Europe par des dispositifs tels que l'assurance chômage, et l'assurance santé qui n'est pas liée à votre employeur. Pour la première fois, on a eu énormément d'Américains qui se sont sentis avec assez d'argent en poche pour se permettre de disparaître momentanément du marché du travail. Et du coup, de la pression à la hausse sur les salaires. De la pression à la hausse sur les salaires qui se sont combinés à une consommation qui continuait à être très importante. Et du coup, voilà, ce renchérissement des services, moi je sais que ça m'a assez impacté. Je suis allé à New York en novembre de l'année dernière. Choqué par les prix, mais choqué aussi par le fait que la pénurie de main-d'œuvre, hein, l'absence de serveurs, c'était assez, même on le voit ici aussi en France, mais là-bas c'était vraiment impressionnant. Donc oui, ça se voit sur ça. Et ouais, ils n'ont pas eu le même pic énergétique que nous. Ils ont du gaz, ils ont du pétrole. Ils ont le pouvoir pour aussi, dans la mesure où ils ont besoin d'intrants de l'étranger, le pouvoir géopolitique pour négocier des meilleures positions, même si je pense que l'Europe se sent pas trop mal pour avoir pallié à ces déficits de gaz russe. Donc ouais, ce sont quelque part des manifestations naturelles de la structure de l'économie et des différentes menaces à laquelle l'économie est vulnérable selon leur position sur les différents marchés, quoi. Peut-être. Mais je souhaiterais savoir quel serait le plan économique à cause de l'urgence écologique. En fait, quel serait l'impact écologique sur l'économie actuelle? Je pense qu'on va complètement changer ce modèle obligatoirement. Et du coup, comment on va être impacté en tant que créancier? Créancier, en fait. Comment on doit voir les prévisions? Si je dois reformuler, quel va être l'impact de toutes ces mesures pour transformer le modèle économique pour aller vers quelque chose de plus soutenable? Quel va être l'impact pour le créancier? Facile. Je pense qu'on peut lancer une discussion sur les différents éléments à prendre en compte. Bien sûr, la difficulté toujours pour répondre sur une question type quel va être l'impact, c'est calculer l'effet net.
Mais déjà, si on a en tête les principaux facteurs à regarder, c'est déjà pas mal comme début de réflexion. Je dirais que d'abord, en toute évidence, il faut commencer par l'énergie. L'énergie qui est un secteur important de l'économie. Et je dirais que on va dire que les effets attendus sont pas forcément, enfin, ce que l'on commence à observer en tout cas parce que la transition est entamée, les effets sont pas forcément ce à quoi on s'attendait. Dans le sens où ce qui se passe de manière très intéressante sur le marché énergétique, c'est qu'on a eu les investisseurs dans le secteur énergétique qui ont répondu, qui ont réagi dès les années précédant la pandémie à tout ce qui se pouvait attendre du côté de la réglementation, des incitations à aller vers des énergies renouvelables, des énergies propres, vertes, en s'empêchant d'investir en énergie fossile. Quelque part, c'est ce que l'on veut. On aimerait détruire de la valeur dans les énergies fossiles et construire une quantité équivalente ou supérieure, parce que du coup, si l'activité économique monte, on a besoin de plus d'énergie, supérieure en sources d'énergie propres, renouvelables. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on ne construit pas de la capacité énergétique sur un claquement de doigts. Donc du coup, on s'est retrouvé avec tout d'un coup une sous-capacité dans le secteur énergétique fossile, une capacité énergétique renouvelable propre qui certes avait beaucoup augmenté, mais qui n'avait pas suffisamment augmenté. Et puis, sans parler des difficultés logistiques de ce type d'énergie, du coup, une situation très tendue sur les marchés d'énergie mondiale, certes après la guerre en Ukraine, mais même dans les mois d'avant, hein, parce qu'on se souvient, il y avait cette histoire d'une pénurie de charbon en Chine qui a été la première source, le premier choc sur le marché mondial de GNL. Et c'est une question très pertinente parce que ça risque de se répéter dans les années à suivre. Hein. Parce que du coup, maintenant, on se remet à réinvestir, à accélérer les investissements et en fossiles et en renouvelables. Mais ce sont des investissements qui mettent du temps à pouvoir être matérialisables pour augmenter l'offre énergétique mondiale. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout à l'abri, loin de là, d'une répétition, voire d'une aggravation dans la crise énergétique. Crise énergétique en termes de juste, est-ce qu'on a assez d'énergie pour faire tourner l'économie? Du coup, là-dedans, c'est une application très, très générale. Hein. C'est la richesse économique, pour caricaturer, en tout cas la richesse économique matérielle, c'est l'énergie transformée. Et soit on continue à imprimer de l'argent à la filiale au gouvernement pour combler à ce trou, comme on l'a fait pendant la pandémie, mais les autorités mondiales se rendent de plus en plus compte que c'est pas pareil de ce côté-là, c'est pas soutenable. Donc, de ce côté-là, je reviens là, on a beaucoup, très longtemps, mis à l'écart, ou en tout cas modéré, essayé de supprimer la destruction créatrice. Je ne saurais pas vous dire quand et avec quelle force, mais je pense que pour dire un chiffre, dans les 5 années à suivre, on va commencer à voir la chose se manifester. Donc il faut, surtout les gens sur le marché financier, plus on est dans la finance de marché, plus on a tendance à entendre un discours de, en fait, c'est pas les fondamentaux qui comptent, c'est ce qui se passe du côté des marchés de liquidité. Quelque part, on s'en fout si une equity elle est fondamentalement soutenable ou pas. Ce qui compte, c'est qu'il y a de l'argent pour la trader. Ça c'est déjà en train d'arriver à sa fin, et les conséquences de ça vont de plus en plus se retentir. Donc les fondamentaux, l'analyse à l'ancienne, je pense, le compte de résultat, bilan, et puis est-ce que c'est un bon business model, ça va compter de plus en plus. Donc il faut juste savoir bien bosser ça. J'avais une dernière question. Alors, on a beaucoup parlé des politiques financières, de la problématique des énergies et des différents scénarios. Du 22 au 24 août, en Afrique du Sud, il y a les BRICS qui se réunissent à nouveau, avec un périmètre qui souhaiterait élargir à d'autres pays.
On aurait l'Arabie Saoudite, le Venezuela, l'Argentine, l'Indonésie, la Malaisie et d'autres, avec comme idée de créer une monnaie unique basée sur les énergies. Alors, quel impact que ça pourrait avoir sur les politiques financières, que ce soit au niveau de la BCE, de la Fed, et sur l'économie européenne? Alors déjà, merci de votre intervention parce que j'étais pas du tout au courant de cette initiative. Moi, je suis plutôt un gars pays riche. C'est un peu mon champ de spécialité, mais même si après ça s'inscrit sur un phénomène que je connais un peu plus. Ça s'inscrit dans la tendance plus vaste d'un phénomène que je connais un peu plus. C'est est-ce que on va vers une dédollarisation du système monétaire mondial? Parce que il y a beaucoup d'initiatives. Il y a tout simplement l'internationalisation du yuan. Il y a la question fondamentale de fond, c'est est-ce que avec le rabattage de cartes géopolitiques qu'on est en train de présencier, est-ce que avec la fin de cette espèce de Pax Americana, le retour de la guerre froide, on va assister à un détrônement du dollar? Et moi, pour l'instant, j'y crois pas. Sur ça, je suis assez. Il y a des éléments qui peuvent penser qu'un challenge, que ce soit pour une voie ou une autre, peut être monté. Et puis notamment avec ce que l'on a vu sur les sanctions, qu'un pays, au fur et à mesure où il peut oser sortir ou se mettre en inimitié avec l'axe géopolitique, l'idée par les États-Unis, peut se dire j'ai plutôt intérêt. On a intérêt à ne pas confier notre architecture financière, notre architecture de paiement à cet empire qui peut perdre, enfin qui ont tendance à aller vers le retrait, qui peut, si jamais on a un Donald Trump, va pouvoir se montrer plus imprévisible et chaotique. Donc c'est une question que je pense beaucoup de pays se posent. Mais entre le projet et la matérialisation, je pense qu'il y a toujours des choses. Et il y a toujours des preuves à faire, parce que il suffit pas qu'un empire passe d'être absolument dominant à être un peu plus faible, pour le détrôner monétairement. Si vous étudiez l'histoire, c'est les mêmes phénomènes que l'on peut voir si on se ramène à l'Empire romain, etc. C'est genre vraiment derrière la puissance du dollar américain, il y a la puissance de l'Empire américain. Et on peut aller dans quelque chose de multipolaire, un peu plus le yuan chinois avec les pays avec qui il y a plus de proximité géopolitique, et essayer de monter un truc, mais de là à monter un challenge au dollar américain, dans le principe, pourquoi pas, mais il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent. Moi, pour l'instant, je le vois mal. Merci beaucoup, Marcos. Je crois qu'on arrive au terme de notre conférence. Un grand merci pour cette vue macro de l'économie, et avec des perspectives que j'ai pas trouvé trop angoissantes pour ma part, mais j'ai peut-être tort. Alors pas forcément très excitantes non plus, hein, mais après, c'est pour nous et pour vous et pour chacune de nos entreprises, c'est un sujet de moyenne et d'écart type. Donc on a des visions et des projections moyennes, et on sait que nous, selon nos secteurs d'activité, selon nos clients et selon nos marchés, ça va sans doute bouger un peu plus. Et donc moi, le message que je veux vous faire passer là-dessus, c'est qu'en tout cas, on est présent pour vous accompagner sur la gestion en particulier des encours et la gestion des insistances, et c'est quelque chose qu'on s'attache à faire au quotidien, parce que c'est aussi ça qui fait la valeur d'un contrat d'assurance crédit, c'est qu'il soit bien ficelé, qu'il soit bien tarifé, et qu'il soit bien animé au quotidien avec les arbitres de la COFAS en particulier. Donc on est présent là-dessus, et Sofiane en particulier et toute l'équipe de Rafaela s'animent et sont à votre disposition pour qu'on puisse faire vivre et adapter le contrat au quotidien. Je tiens à remercier beaucoup la COFAS de nous accompagner sur cet événement, de nous apporter son expertise économique. C'est une équipe experte qui travaille du chapeau
à longueur d'année pour essayer de lire dans la boule de cristal. Donc l'exercice est compliqué, mais il est ô combien utile et il a effectivement des répercussions sur ce qu'on peut vivre au niveau de l'assurance crédit. Donc un grand merci à la COFAS et aux équipes de la COFAS de nous accompagner. Un grand merci à Marcos. Et puis, on est à votre disposition, donc toute l'équipe Assurance Crédit, l'équipe de Rafaela Jurado, et puis les équipes de Servir. Et je suis maintenant, comme on dit traditionnellement, le dernier obstacle entre le buffet et vous. Donc, je vais m'effacer rapidement et je vous propose de descendre partager un verre. Merci beaucoup.